C'est un véritable coup de tonnerre qui tout d'un coup engendre la panique générale. Branle-bas de combat à 6h du matin. Quelques minutes même avant 6h, les batteries de téléphone s'affolent au vieux fort de Vincennes dans le PC du généralissime des armées françaises. Cette fois, ça y est, c'est officiel. Les rapports qui depuis minuit s'accumulaient déjà et faisaient état de mouvements de troupes allemandes, ces rapports sont plus que confirmés. Les armées d'Hitler sont en train de déferler sur le Luxembourg, la Belgique et la Hollande. Alors, pour prendre conscience de l'électrochoc que ça produit sur les autorités françaises, il faut faire retour de quelques jours au début de ce mois de mai 1940. À l'époque, cela fait déjà 8 mois que la France et la Grande-Bretagne ont déclaré la guerre à l'Allemagne dans la foulée de l'invasion de la Pologne par Hitler. 8 mois qu'on est donc en guerre, mais sans l'être vraiment. C'est ce que le romancier Claude Jammet va appeler la drôle de guerre. Vous savez, cette étrange période, cette sorte de veillée d'armes dans laquelle on a fini par s'installer. Pour un peu, on en viendrait à douter de la réalité d'un conflit qui pourrait fort bien, se dit-on d'ailleurs, trouver son règlement par voie diplomatique. Pour les quelques 5 millions, enfin 4 800 et quelques mille jeunes Français mobilisés, l'heure est à la vie militaire, certes avec ses popotes, ses manœuvres, ses petits arrangements aussi, les roulements, les permissions, le théâtre aux armées qui est particulièrement actif pendant cette période. Bref, vous m'avez compris, les militaires sont sur le pied de guerre, mais le cœur n'est pas à l'affrontement. Ces forces armées françaises se trouvent placées sous le commandement du généralissime Maurice Gamelin, qui a 67 ans, et dont l'état-major donc se trouve dans un PC qui est en partie souterrain au château de Vincennes, du côté du bois, pas du côté de la poterne nord, pas du côté de la ville, on est du côté du pavillon du roi et de la reine, de l'autre côté du château de Vincennes. Alors, les conceptions stratégiques du généralissime sont essentiellement des conceptions défensives. Elles doivent être regardées naturellement comme un héritage de la Grande Guerre. Je vous rappelle que nous sommes seulement une grosse vingtaine d'années après l'armistice de 18 et le traité de 19. Et qu'au moins 2 générations de Français ont vécu ces 2 dernières décennies dans le souvenir horrifié du carnage de cette Grande Guerre, de cette immense tuerie. Gamelin dispose en tout d'une centaine de divisions dont il a placé près des 2/3 derrière la ligne Maginot. Ce qui en soit est un paradoxe, parce que la ligne Maginot, quand on l'a créée précisément, c'était pour libérer des troupes. Et là, on les colle là derrière. Vous savez par ailleurs que cette ligne se termine à peu près au niveau de la frontière belge, comme une invitation lancée aux Allemands à passer par ce pays officiellement neutre. Du reste, disons-le clairement, la question belge est au cœur de la réflexion stratégique des hauts responsables français. En effet, la France est forte de cette expérience de 14-18 et elle est bien décidée cette fois à protéger coûte que coûte tout le bassin industriel et minier du Nord. Et c'est pourquoi, en octobre 39, on commence à envisager cette idée de faire entrer l'aile gauche de l'armée française en Flandre. Et en novembre, à la demande de Daladier, on va même accepter l'idée de la pousser jusqu'à la plaine du Brabant. Qui est-il du reste, ce Daladier ? Eh bien, c'est évidemment l'homme des accords de Munich, vous savez, à l'automne 38. Une sorte de radical emblématique, dont le goût de l'équilibre, dont la recherche du compromis reflète assez bien la mentalité dominante. C'est l'homme de l'attentisme, Daladier. Je ne fais pas la guerre, répète-t-il, en référence au « Je fais la guerre » de Clémenceau. C'est un homme très intelligent, sans aucun doute, mais Paul Valéry disait à la même époque, je le cite, « Une trop grande intelligence est plus nuisible qu'utile dans la conduite des affaires. Elle s'accommode mal du désordre des événements. » C'est tout le problème. Cette mentalité attentiste, nous allons y revenir dans le débat. Quand je dis c'est tout le problème, en fait, ce n'est peut-être pas le principal problème, parce que ce qu'il y a de plus grave encore, c'est la situation matérielle. Les troupes françaises sont notoirement sous-équipées, leurs forces sont insuffisantes. Les soubresauts politiques, notamment le Front populaire et toutes ses réformes, mais aussi le retard industriel du pays par rapport à l'Allemagne nazie, tout ça va peser lourd dans la bataille qui s'annonce, ou qui, en ce début de mois de mai 1940, n'en finit plus de s'annoncer. Je vous donne quelques exemples. 5 millions de Français à l'époque travaillent dans l'industrie contre 14 millions d'Allemands. Au vrai, les rapports des industries lourdes, le rapport est de 1 contre 4. La France produit par exemple 20 millions de tonnes d'acier par an. L'Allemagne à l'époque en sort plus de 70 millions. En nombre d'hommes, c'est vrai que les Alliés auraient plutôt l'avantage.
Au 10 mai 1940, nous disposons côté allié de 2 800 000 hommes contre 2 750 000 du côté allemand. Les blindés aussi sont plus nombreux, 4 000 contre 2 500, mais ils ne sont pas du tout secondés de la même manière. Les Allemands disposent de 4 000 avions hyper efficaces contre nos 3 200 avions assez mal utilisés, vous allez le voir. Bref, on est dans une situation où tout semble, la dynamique si vous voulez, à l'ère du côté allemand. Daladier a tout de même fini par être remplacé. Le 21 mars 40, c'est Paul Reynaud, beaucoup plus dynamique que son prédécesseur, qui devient président du Conseil. Lui a compris l'intérêt de reprendre l'initiative, mais il l'a compris, j'ai envie de dire, sur le papier, parce qu'il se garde bien d'adopter pour autant une attitude offensive. Il faut tenir compte de l'opinion, de l'état d'esprit général. Les Français ont envie de tout sauf de replonger dans la guerre. Paul Reynaud présente du moins l'avantage d'être conscient d'un certain nombre de paradoxes de la stratégie française, à commencer par le plus criant. Comment, se demande-t-il, peut-on à la fois vouloir se retrancher derrière la ligne Maginot et accorder sa protection à toutes sortes de petits alliés ? Le plus important, c'est que Paul Reynaud est un homme de la modernité. Contrairement à un certain nombre de ses collègues, lui a compris que l'on abordait ce nouveau conflit avec une guerre de retard. Il a lu et il a largement adopté les conceptions d'un certain Charles de Gaulle sur la guerre de mouvement. Il fera du reste bientôt du bouillant colonel devenu général 2 étoiles son sous-secrétaire d'État à la guerre. Pour résumer, on pourrait dire que Reynaud est partisan de l'action, là où Daladier privilégiait l'attente. Est-ce que c'est une action opportune ? Bonne question. Au moment de l'offensive allemande, en poussant à toute force en faveur de l'intervention en Belgique, il n'est pas certain que les nouveaux dirigeants de l'heure aient rendu à la France un très grand service. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Avec une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1 à l'offensive du 10 mai 1940, Franck. Alors là, on est quelques jours avant, 4 mai, 5 mai 1940. Que fait le généralissime Gamelin ? Il se terre toujours dans son PC vincennois. Je cite les mémoires de guerre du général de Gaulle. Dans sa Thébaïde de Vincennes, le général Gamelin me fit l'effet d'un savant combinant en laboratoire les réactions de sa stratégie. Encore une fois, ce n'est pas l'intelligence qui fait défaut à ses chefs, ce serait plutôt l'indépendance d'esprit, le caractère et la motivation, la hargne en somme. Or, de la hargne, Hitler de son côté en a à revendre. Son offensive éclair lancée d'un seul coup va prendre les Français de court totalement. C'est en tout cas ce que nous apprennent les journaux, les mémoires, les correspondances du temps. C'est ce que moi-même j'ai constaté souvent à l'époque où je recueillais les souvenirs des témoins militaires de la campagne de France. Et pourtant, que d'avertissements, que de signes avant-coureurs. Je vous donne quelques exemples. Dès le 30 avril, un attaché militaire en Suisse adresse au 2e bureau, c'est-à-dire au renseignement militaire, la dépêche suivante. L'Allemagne attaquera entre le 8 et le 10 mai. Stop. C'est écrit noir sur blanc. Axe principal d'effort, Sedan. Stop. Occupation prévue de la Hollande, de la Belgique et du nord de la France en 10 jours. Stop. Occupation totale de la France en 1 mois. C'est clair quand même. Le 5 mai, c'est au tour du Vatican d'adresser à Paris à peu près la même dépêche. Dans la nuit du 7 au 8 mai, un aviateur français qui était occupé à balancer des tracts anti-nazis sur la Roure, vous savez, survole un étrange serpent lumineux. Alors il prend le risque de perdre de l'altitude pour mieux voir et il découvre une colonne de blindés qui s'étend sur plus de 100 kilomètres. Évidemment, il en réfère immédiatement par la voie hiérarchique. Sans effet. Le 8 mai, notre ambassadeur auprès du Saint-Siège insiste. Le pape a transmis des informations carrément alarmantes. Du reste, à Vincennes, Gamelin a eu connaissance dès le 20 avril du projet de Hitler contre la Meuse. Et les fiches du 2e bureau se succèdent, s'accumulent à compter du 1er mai. Toutes, je dis bien toutes, annoncent une offensive allemande entre le 8 et le 10 mai. Eh bien, croyez-le si vous le voulez, elles ne vont donner lieu à aucun avertissement, à aucun ordre d'alerte. C'est à peine croyable. L'Allemagne se désagrège, pérore au même moment dans l'immédiat entourage de Gamelin, le général Colson. Pire que ça, les permissions qui étaient accordées aux soldats avaient été suspendues au moment de l'invasion de la Norvège le 14 avril. Eh bien, on les a rétablis le 26 avril. Résultat, au matin du 10 mai, 12% des officiers et des soldats mobilisés vont se trouver de repos dans leur famille, obligés, vous savez, de rejoindre leur unité comme ils peuvent dans le plus parfait désordre. Certains, du reste, ne pourront se présenter que le 14. Bref, l'armée française est complètement désemparée par ce qui lui arrive. On peut dire que rien n'a été prévu. À pendre notre linge sur la ligne Siegfried. Et on a l'air malin quand on entend ça. Alors en faisant un peu d'histoire-fiction, on pourrait dire que l'offensive allemande intervient juste un petit peu trop tôt. Paul Reynaud
devait réformer la conduite des opérations. Il s'apprêtait à remplacer Gamelin par un général plus efficace. Il s'en serait fallu, dit-on, de quelques heures peut-être, mais en tout cas, c'est ainsi que les choses se sont jouées, pas autrement. Le 10 mai 1940, très tôt donc, je vous l'ai dit, le téléphone retentit sur la table de nuit du président du Conseil et on lui apprend, c'est par l'ambassadeur de Belgique qu'on a évidemment la première nouvelle, on lui apprend l'imminence de la grande bataille. Il n'est plus temps de renvoyer Gamelin, de remplacer l'horloger qui a précisément monté tout le mécanisme de l'opération belge. Le généralissime sera maintenu en fonction, en tout cas pour quelque temps. Le mot d'ordre est bien mou avec cela. Il vaut aussi bien pour les Français que pour l'ensemble des Alliés. Je cite, courage, énergie, confiance. Comme l'a dit il y a 24 ans le maréchal Pétain, nous les aurons. Eh bien avec ça, on peut dire que la guerre n'est pas gagnée. Automatiquement, comme un robot, Gamelin lance la fameuse manœuvre d'Île, du nom de cette petite rivière à l'est de Bruxelles. Il s'agit d'aller protéger Bruxelles, Anvers, le bassin minier. C'est donc l'entrée en Belgique, sous les acclamations de la foule belge, ça évidemment. La 7e armée de Giraud notamment a reçu pour mission presque audacieuse cette mission de monter le long du littoral belge pour aller faire la jonction avec les forces néerlandaises. On a envie de dire, il est bien temps. En vérité, si l'on veut résumer à la mi-journée du 10 mai la situation du côté des Alliés, car il existe aux côtés des Français aussi un petit corps expéditionnaire britannique, les 2/3 des troupes ne sont pas de permission. Elles sont stationnées sans utilité derrière la ligne Maginot et l'essentiel du reste va bientôt se retrouver en Belgique. Vous avouerez que c'est brillant tout ça. Quant au secteur des Ardennes, il se retrouve confié à 17 divisions seulement, mais on s'appuie à l'époque sur ce vieux précepte d'état-major. Oh, dans les Ardennes, la Meuse se défend toute seule. C'est vrai que le secteur est objectivement difficile à franchir. Il est difficile, mais pas impossible. Les Allemands vont le prouver dans les jours qui viennent, car de bout en bout, le grand quartier général allié s'est trompé sur la stratégie adoptée finalement par Hitler. Au départ, à l'issue de sa victoire totale sur la Pologne, le Führer avait accepté un plan très proche de celui de von Schlieffen en 1914. Le 9 octobre 1939, la directive numéro 6, qu'on appelle le plan jaune, préconisait l'invasion de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, donc de tout le Benelux, ce qui fait que, comme dans le plan Schlieffen, l'accent était mis sur l'aile droite de l'armée allemande, celle qui allait faire le tour par le nord, si vous voulez. Seulement, voilà, au cours de l'hiver, cette stratégie a complètement changé. L'adjoint du chef d'état-major, il s'appelle le général von Manstein, est venu dans l'immense bureau de la nouvelle chancellerie. Vous savez, cette espèce d'immense bureau que Charlie Chaplin, à la même époque, a beaucoup caricaturé dans son film Le Dictateur, pour proposer à Hitler un nouveau plan plus original, plus audacieux. Il s'agit cette fois de dégarnir au contraire l'aile droite au profit du corps central de l'armée d'invasion. Il n'y aura plus de rencontre frontale avec l'ennemi. L'armée allemande doit tout simplement couper les troupes entrées en Belgique, tout le gros de ces troupes, les couper du reste de l'armée française. Le corps central effectuera une percée décisive à travers le massif ardennais, qui est censé se défendre tout seul. Il franchira la Meuse entre Sedan et Dinant, et puis fera virage à l'ouest vers Calais, Boulogne et Dunkerque. Précision fondamentale, toute cette manœuvre s'appuie sur le couple avion-blindé. À l'époque, on dit force aérienne et mécanique. Or, la supériorité de la Luftwaffe, de l'aviation allemande, est absolument écrasante, je vous l'ai dit. Ce qui ne veut pas dire, attention, qu'il s'agisse d'une promenade de santé pour les Allemands. À ce stade, pour eux, le danger, on peut le dire, est encore très grand. Et leur audace dans cette opération est incontestablement à la mesure du danger. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous revivons l'offensive allemande du 10 mai 1940 sur Europe 1. Alors voyons en quelques mots ce qui se passe au Benelux à ce moment-là. Les para-allemands s'emparent des faubourgs de Rotterdam, dont le centre est rasé par les bombes. D'autres neutralisent les défenses du canal Albert, à l'ouest de Liège. On peut dire qu'au moment où l'avant-garde de l'armée Giraud arrive à Breda, les Pays-Bas sont déjà perdus. Le Luxembourg est occupé. Les Belges n'ont pas pu tenir face à la poussée allemande. Les opérations là-haut vont se solder par un désastre pour les Français. Voilà le président du Conseil, Paul Reynaud. Il annonce à la radio la reddition de la Belgique. On va annoncer au peuple français un événement grave. Cet événement s'est produit cette nuit. La France ne peut plus compter sur le concours de l'armée belge. Le roi Léopold III de Belgique a mis bas les armes. C'est là un fait sans précédent dans l'histoire. Nos chefs et nos soldats forment un bloc en lequel le pays a une confiance totale.
qui fera demain l'admiration du monde. Sur la nouvelle ligne que vient d'établir notre grand chef, Végan, en plein accord avec le maréchal Pétain. Sur la Somme et sur l'Aisne, nous tiendrons. Et parce que nous aurons tenu, nous vaincrons. Végan, Pétain, vous entendez ces nouveaux noms. Il faut dire que Paul Reynaud s'est quand même décidé à remplacer Gamelin par Végan, sauf que Végan arrive de Syrie, il ignore en partie la situation sur le terrain. C'est comme s'il fallait tout reprendre à zéro, au plus mauvais moment. Les Anglais, de leur côté, choqués par l'ampleur du désastre, essaient de sauver leur corps expéditionnaire en le faisant refluer vers Dunkerque pour le rembarquer. Entre le 28 mai, donc cette édition belge, et le 4 juin, ce sont quelques 220 000 Britanniques et aussi 110 000 Français qui s'embarqueront là-bas grâce aux efforts conjugués des marines britanniques et françaises, pas seulement des bateaux de guerre d'ailleurs, mais la guerre à ce moment-là a déjà basculé. Le 15, donc, les Néerlandais ont capitulé, le 28, c'est l'armée belge qui en fait autant, le roi des Belges est placé en forteresse, la reine de Hollande, elle, a pu gagner Londres. On parle bien de capitulation militaire, pas d'armistice politique, c'est une distinction importante et qui en France va focaliser une bonne part de l'attention des responsables. Alors, Végan, tant bien que mal, a tenté de stabiliser un front entre la ligne Maginot et la mer du Nord, de Montmédy à Abbeville. Mais pour y parvenir, il lui faudrait une intendance très efficace, une intendance d'élite. Or, l'intendance ne suit pas, et même elle ne suit pas du tout. On manque de tout dans les divisions. On en parlera aussitôt après le flash, là, dans la deuxième partie, mais ça a été un désastre de ce point de vue. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le nord de la France est la proie d'un terrible exode des populations civiles. Ce sont 8 à 10 millions de personnes qui se sont retrouvées sur les routes. On peut dire qu'à ce moment-là, on est à un doigt de la défaite totale des Alliés. Seulement le 24 mai à midi, là on peut dire contre toute attente, Hitler donne l'ordre à ses généraux d'arrêter la progression. Hitler est convaincu que les Anglais qui sont aux abois vont signer une paix avec lui. Et honnêtement, c'est un calcul qui paraît tout à fait raisonnable. Ce que Hitler ne pouvait pas prévoir, et nous allons y revenir là aussi avec mon invité François Delplat, c'est qu'entre-temps, le cabinet britannique allait changer et que le tout nouveau Premier ministre, Winston Churchill, serait totalement opposé à toute idée de cessation des combats. On peut dire que dans cette affaire, Hitler avait tout prévu, sauf la personnalité, sauf le caractère de Churchill. Après 2 semaines de répit, l'assaut allemand va reprendre les 5 et 6 juin, et se heurter à la résistance acharnée des soldats français, parce que ça, il faut le dire et le redire. Il y a une vieille légende qui a la peau dure selon laquelle en 40, les Français ne seraient pas battus. En fait, les combats de mai-juin 40 vont faire côté français 92 000 morts et plus de 250 000 blessés, dont beaucoup graves. Il y a eu côté allemand 16 000 morts et 32 000 blessés. C'est une saignée terrible. Les Français ne sont pas du tout restés bras croisés, tandis que les Français envahissaient le pays. Et du reste, certaines unités se sont battues victorieusement et avec une bravoure qui sauve l'honneur national. Il faut le dire et le répéter. Néanmoins, c'est un fait, la supériorité matérielle des Allemands se révèle décisive. Rommel est aux Andelys dès le 9 juin. Il interdit, si l'on peut dire, dès le lendemain un rembarquement allié à Saint-Valery-en-Caux. Les combats sont d'une violence atroce dans la région. En Champagne, les panzers de Guderian ont gagné Reims. Le 10 juin, l'Italie fasciste entre en guerre. Ça, c'est quand même pas fort, c'est quand même pas mal aux côtés de l'Allemagne. Le gros du travail est fait, mais bon. Et côté français, le 12 juin, le mot armistice est prononcé pour la première fois au Conseil des ministres. Alors il y aura désormais 2 partis, vous savez, ceux qui sont pour l'armistice et puis ceux qui voudraient qu'on continue le combat depuis l'Empire colonial. Le 14, date funeste, Paris est déclarée ville ouverte. Le 16, Winston Churchill propose la conclusion d'un pacte d'union franco-britannique qui sera finalement rejeté. Et puis Reynaud va laisser la tête du gouvernement au maréchal Pétain. On se rappelle le discours de ce dernier à la radio le 17, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat et abandonner à leur sort quelques 2 millions de prisonniers de guerre au passage. Le lendemain, un autre appel, vous le savez, sur une autre radio, sera lancé depuis Londres par ce quasi-inconnu qu'est De Gaulle, simple général de brigade, un homme qui avait compris que la France, dans ce terrible printemps 40, avait certes été battue à plate couture, qu'elle avait perdu une bataille, mais n'est-ce pas qu'elle n'avait pas perdu la guerre. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire,
Franck Ferrand. Et nous retrouvons Franck avec son invité aujourd'hui, François Delplat, qui est docteur en histoire, auteur entre autres du livre La face cachée de 1940, comment Churchill réussit à prolonger la partie, aux éditions François-Xavier de Guibert. Vous avouerez qu'on est au cœur même de la question. Voilà. Merci beaucoup François Delplat d'être des nôtres. Vous avez sur cette période et sur ces événements un regard qui est particulièrement indépendant et précis. Vous avez beaucoup travaillé sur le rôle de Churchill dans cette affaire, mais aussi sur celui d'Hitler. Alors, je ne vous cache pas qu'un certain nombre de questions nous arrivent. Je ne vais même pas pouvoir toutes les citer, mais pour résumer, en gros, on se pose beaucoup la question de la responsabilité de ce désastre. Et certains nous disent, mais pourquoi n'a-t-on pas jugé les responsables de cette défaite, etc. Alors, il faut dire que le régime de Vichy s'en est quand même chargé, puisqu'on a monté carrément des procès, les fameux procès de Rion, contre un certain nombre de responsables de la Troisième République, qui étaient censés, selon l'état d'esprit de Vichy, avoir conduit à la fameuse défaite de 1940. Mais ça n'est pas là que se situe le problème, évidemment. Oui, bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Je pense que ces auditeurs ne voient pas quelque chose sur quoi j'ai aussi pas mal travaillé. Je suis le seul biographe français de Hitler, d'ailleurs, par rapport à tout ce qui nous est tombé dessus. Le 10 mai 1940, je suis le seul citoyen de ce pays qui ait étudié le chef adverse au point d'écrire sur sa vie. Et je suis pas fier en disant ça. J'aimerais bien être moins seul. Et en particulier, donc, on ne voit pas que Hitler, dès 1933 et même dès 1925, quand il publie le premier tome de Mein Kampf, est quelqu'un de redoutable, quelqu'un qui est à la fois fou et très rationnel. Sa folie, c'est de penser sincèrement que les Juifs sont un ennemi de l'Allemagne, présent dans tous les pays, y compris l'Allemagne, et acharné à la perte de ce pays. Donc ça, c'est une folie paranoïaque extrêmement caractérisée, et en même temps, cela cohabite dans son esprit avec une intelligence stratégique, d'autant plus redoutable que on voit bien qu'il y a une certaine cohabitation et une certaine irrationalité chez lui, et il en joue lui-même pour apparaître beaucoup moins redoutable et beaucoup moins logique. Finalement, on a un peu, non seulement avant et pendant les événements, mais même depuis, ce qui est quand même moins explicable, on a beaucoup négligé Hitler. On se dit, oh, c'est un fou, on l'a caricaturé. D'ailleurs, il suffit de voir comment on l'enseigne à l'école ou au lycée. Hitler, c'est un peu le fou dont les idées sont une sorte de fatras indescriptible. Et en fait, on a négligé le génie stratégique du bonhomme, il faut le dire. Voilà. Et politique. Et la raison principale, c'est le résultat de la guerre en 1945. C'est une banalité de dire qu'elle accouche d'un nouveau monde dirigé par deux super grands, qui à l'époque ont eu des chefs d'État prolongés, l'un aux États-Unis, Roosevelt, l'autre beaucoup plus prolongé encore, Staline. En Union soviétique, Staline, et qu'ils ont tous les deux, je dis bien tous les deux, étaient roulés dans la farine, je dis bien dans la farine, par Hitler pendant des années. Et ça, quand vous émergez vainqueur par miracle, parce qu'il y a eu Churchill pour faire la liaison au bon moment et éviter au moment de la défaite de la France que la guerre purement et simplement s'arrête, quand vous vous retrouvez par hasard et boosté par Churchill, vainqueur de cette affaire en 1945, vous n'allez pas pousser vos universitaires, vos journalistes, vos écrivains, vos hommes de théâtre, vos hommes de cinéma à faire la lumière sur votre naïveté. Il vaut mieux que l'autre passe effectivement pour le paltoquet de service, etc. Ce qui aboutit à nous priver de l'explication essentielle de cette réussite incroyable des armées allemandes en 1940. L'explication essentielle, c'est que Hitler a très bien joué dans cette affaire. Et notamment, il a joué à visage couvert. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas que cette invasion du Benelux soit immédiatement suivie de l'invasion de la France. À mon avis, c'est la clé, et c'est peut-être ce qui est encore aujourd'hui le plus ignoré dans les études de toute nature sur cette affaire.
Hitler, il faut bien voir que depuis 1938, il avance en croquant des petits pays. L'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne, sauf le respect qu'on doit aux Polonais. Bon, ils sont assez grands, assez peuplés, mais tout de même pas encore très puissants en 1939. Ce que vous montrez d'ailleurs, c'est qu'au moment de l'invasion de la Pologne, donc au moment de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Français n'étaient pas très chauds pour intervenir et pour réagir. Hein. Il a fallu les y pousser, littéralement. Oui, c'est une affaire extrêmement compliquée. Et là encore, il faut bien voir que Hitler est à la manœuvre et qu'il joue un jeu complexe et très maîtrisé, en particulier avec son anticommunisme, qui fait croire à beaucoup de gens et qui le rend sympathique à beaucoup de gens dans les classes dominantes du monde entier, y compris aux États-Unis, en faisant croire que si jamais son armement ultramoderne servait dans une guerre, ça serait une guerre contre Staline et bon, peut-être ça ferait pas pleurer certaines personnes, surtout certaines personnes dirigeantes. Alors revenons, pardon, parce que je vous ai dévié là de votre propos. Vous nous disiez donc que Hitler avait l'habitude de grignoter de petits États et qu'on s'attendait à ce que le Benelux ne soit qu'un de plus sur la liste. Tout à fait. On s'était fait devancer dans tous ces petits États et notamment on venait de se faire devancer au Danemark et en Norvège et vraiment l'idée de base, c'est on est en train de perdre la bataille des neutres. Voilà. Et donc il faut le disputer. On voit que Hitler se précipite sur une entité qu'on appelle les Pays-Bas, qu'on n'appelle pas encore le Benelux. Eh bien, on va lui disputer cette entité bec et ongle. Alors ça, c'est un premier élément de réponse aux questions que se posent les auditeurs. Nous allons y revenir dans un instant. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et nous nous intéressons aujourd'hui à l'offensive du 10 mai 1940 et on en parle avec votre invité, Franck l'historien François Delplat. Alors François Delplat, justement, ce que j'ai dit peut-être un peu trop d'ailleurs dans cette première partie, c'est qu'en fait on a l'impression que personne n'a rien vu venir et que toutes ces dépêches qui s'accumulaient, ces indications qui arrivaient sur le bureau du général Gamelin n'ont pas été prises en compte. C'est peut-être plutôt qu'au lieu de ne pas être prises en compte, elles ont été mal interprétées. Je pense que dans ces dépêches, et notamment celle du Vatican dont vous avez parlé, ou encore celle de l'attaché militaire hollandais à Berlin, qui sont connues et qui sont importantes, on ne parle que de l'invasion du futur Benelux. C'est ça. Et on ne dit pas que ça ira plus loin, en fait. Voilà, sûr. On ne dit pas du tout que c'est un assaut final contre la France, annoncé dans Mein Kampf. On n'a pas cette idée-là. Et les fuites ne donnent pas cette image-là. Et je soupçonne d'ailleurs personnellement, et là je peux peut-être vous parler en un mot de quelque chose qui est en train d'être seulement trouvé maintenant, c'est le rôle de l'amiral Canaris. L'amiral Canaris qui est mort, exécuté par les SS à la veille de la défaite de 45, et qui est donc mort en odeur de sainteté, un peu en héros, un peu en résistant, ayant trempé, dit-on, dans l'attentat contre Hitler le 20 juillet 1944. L'amiral Canaris est un parfait complice des nazis à cette époque. Des historiens, de jeunes historiens sont en train de mettre en lumière cette réalité-là. Et donc, ça veut dire que ces fuites qui émanent notamment de l'adjoint de Canaris, qui est le colonel Oster, sont des fuites extrêmement orientées et cadrées par la Gestapo. Et donc, qui sont étudiés qui sont reçus de l'autre côté avec la plus grande méfiance, évidemment. On s'attend à ce qu'il y ait une attaque. En même temps, on se dit qu'elle pourrait aussi avoir lieu en Suisse ou en Méditerranée parce qu'il y a aussi des intoxications allemandes de cet ordre-là. Mais en même temps, le jour où il y a cette attaque, on se réjouit. Ce que vous n'avez pas dit peut-être et qu'on peut ajouter, c'est que Gamelin est très joyeux le matin du 10 mai. Il pense que les Allemands font la faute d'attaquer parce qu'il a prévu ce qu'il fallait pour défendre la Belgique. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on dit qu'on est très détendu à l'état-major. Tout à fait. Ce jour-là. D'ailleurs, tous les récits que j'ai vont dans le même sens. On a l'impression que tout était tellement bien préparé, il faut dire qu'on avait eu le temps pendant 8 mois de se préparer, que en fait, au moment où ça arrive, on a l'impression simplement d'égrener un plan qui est totalement maîtrisé. Hitler tombe dans notre piège. J'ai tombé dans le panneau. C'est comme ça que ça a été perçu. C'est ça la mentalité
mentalité, et donc le réveil extrêmement brutal le 14 mai quand les Allemands ont franchi la Meuse à Sedan. Je voudrais citer 2 ouvrages, celui de Claude Quetel qui a fait beaucoup de bruit, L'impardonnable défaite chez Lattès, et puis celui de Dominique Lormier, L'apport capital de la France dans la victoire des Alliés, aussi bien en 14-18 qu'en 39-45, ça c'est au Cherche Midi. Dans ces 2 ouvrages, entre autres thèses, on souligne et on met en avant à quel point les armées françaises se sont très bien battues néanmoins. Mal commandées peut-être, politiquement mal dirigées, mais sur le terrain, très courageuses, très efficaces. Oui, tout à fait. Ça, il faut le souligner. En même temps, il faudrait pas tomber dans une vision trop simpliste et basique sur l'opposition de la base et du sommet. Oui, c'est ça, oui. La base vertueuse et le sommet méchant. Ce qu'on avait déjà connu en 1917, etc. Lors de la Première Guerre mondiale, on avait déjà cette dichotomie dans l'opinion, en fait. Voilà. Et donc, il faut dire que les ruses de Hitler sont à l'usage de toutes les couches sociales de France et qu'elles ont chacune sa façon de se laisser avoir. Alors néanmoins, le 24 mai, Hitler décide d'arrêter les choses. Qu'est-ce qui se passe? C'est une erreur qu'il a commise. Non, pas du tout. Alors j'ai fait un livre et nous sommes 2 à avoir fait un livre sur cette question, un historien belge récemment disparu, Jean Van Velkenhuizen, et puis moi-même, donc, et nous nous opposons, nous avons 2 thèses tout à fait opposées, la mienne étant que Hitler fait un calcul, et ce calcul n'est pas d'épargner l'armée anglaise pour signer un peu plus tard, après avoir écrasé la France, la paix avec l'Angleterre. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est que il fait le calcul d'une paix immédiate sur le sable de Dunkerque. C'est ça qu'il veut. Et finalement, là, il applique Mein Kampf, on dit souvent. C'est-à-dire une paix générale ? Voilà, une paix générale. C'est très important de le souligner, parce que c'est effectivement pas l'image qu'on en a habituellement. Mais... C'est ça la clé. C'est ça la clé. Il veut la paix immédiate. Donc il veut que Churchill soit renversé. Tout ça a été prévu avant que Churchill arrive au pouvoir. Donc, malheureusement pour Hitler, il se retrouve au pouvoir. Et donc là, Hitler fait un effort surhumain de dernière minute, qu'il reproduira d'ailleurs 1 an plus tard avec le vol de Rudolf Hess. C'est exactement la même problématique. Un effort de dernière minute pour faire tomber Churchill au moment où il a absolument besoin de signer la paix avec l'Angleterre, parce que ce qu'il veut, c'est un espace vital aux dépens de l'URSS, avec la Biélorussie et l'Ukraine en particulier. Et ça, c'était son vieux plan, c'était son ambition initiale du reste. Tout à fait. L'extension à l'Est. Et donc il reste totalement fidèle d'un bout à l'autre à son livre Mein Kampf, tout en donnant l'illusion qu'il a changé, c'est-à-dire que finalement, alors que Mein Kampf dit nous allons nous allier avec l'Angleterre, finalement il lui fait la guerre, donc il est en échec apparent, mais pas du tout. Il est en train de réaliser son programme qui est de séparer la France de l'Angleterre en ayant écrasé la France et contraint l'Angleterre à accepter ça par la signature immédiate d'un traité de paix. Alors le grain de sable dans ce programme hitlérien, il s'appelle Winston Churchill. On y vient dans un instant. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec à la une aujourd'hui l'offensive du 10 mai 1940, un sujet qui fait énormément réagir, Franck. Oui. vous êtes en train de me voir. On peut dire que je croule au sens propre sous les réactions d'auditeurs. Il y en a d'ailleurs tellement que je ne sais plus trop comment faire. En gros, les grandes questions qui se posent et qui me paraissent revenir le plus, mais c'est un sujet qui fait effectivement énormément réagir. Alors bon, il y a beaucoup de détails sur les aspects stratégiques. Ça, on ne va pas y revenir indéfiniment. Simplement, la grande question qu'on demande, c'est s'il n'y aurait pas eu quand même, mais vous l'avez laissé entendre d'une façon assez subtile tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu des complicités au sein même de l'armée française qui, en gros, préférait voir l'Allemagne réussir. Voilà. C'est la question qui se pose, qui revient souvent, disons.
Là, je ne pense pas du tout. Il faut distinguer, avant l'assaut allemand et surtout avant la percée de Sedan, on a un très grand sentiment de sécurité et de supériorité. Et puis tout d'un coup, ça se mue en son contraire et en un défaitisme, un découragement profond et instantané. Et là, c'est là qu'on voit qu'Hitler est fort. Il réussit à jouer sur ces sentiments-là, un peu comme un organiste qui joue sur plusieurs claviers. Et là, il utilise à ce moment-là l'image qu'ont un certain nombre de Français sur le fait que les grèves de 1936 ont démobilisé, ont fait que... Oui, il attise tout ça, évidemment. Voilà, il connaît particulièrement bien la société française, peut-être un tout petit peu moins bien la société anglaise, et pas du tout la réaction de Winston Churchill, qu'il n'a pas prévue quand même. Alors... il est obsédé par Churchill. Je termine actuellement un livre qui s'appelle Churchill et Hitler, qui va paraître dans quelques mois, et je montre qu'ils sont très obsédés l'un de l'autre. Et ce, depuis le début des années 30, disons au moins depuis 1932. Ils n'arrêtent pas de se marquer, comme on dit au football, l'un l'autre. Et Hitler a instauré Churchill comme le juif anglais, parce que dans son langage, juif, ça veut pas dire forcément descendant de gens qui habitaient la Palestine en 500 avant Jésus-Christ. Ça veut dire ennemi de l'Allemagne, ennemi juré déterminé de l'Allemagne. C'est la définition du juif. C'est ça, un juif. Une définition hitlérienne, oui. Et donc, le juif Churchill, c'est le juif principal en Angleterre, et il en parle même comme ça à son entourage, en disant, tant que ce type est marginalisé, on joue sur du Parce que très longtemps, Churchill n'a pas accès finalement aux commandes. Hein. Tout à fait. Et il se plaint d'ailleurs, pendant la guerre, à son entourage, mais tous les Anglais que j'ai reçus avant-guerre, et Dieu sait si j'en ai reçu, me disaient que Churchill était fini et qu'il n'y avait plus à s'en occuper, qu'il avait sa carrière derrière lui, que tout le monde rigolait quand il ouvrait la bouche. Et donc, il ne comprend pas ce qui se passe. D'un certain point de vue, Hitler l'a cru. Il a bien senti que Churchill avait des qualités, mais il a pensé qu'il arriverait à faire en sorte que ces qualités n'arrivent pas au pouvoir. Et c'est là son erreur. Voilà. Et là, Churchill va donc totalement changer le cours des choses. Et ce que vous montrez admirablement, c'est que c'est bien une question personnelle. On a tendance souvent à dépersonnaliser l'histoire et à faire de grands mouvements généraux presque abstraits. Là, en l'occurrence, c'est bien la personnalité de Churchill lui-même et son caractère qui vont peser très lourd et modifier le cours même de la guerre. Hein. C'est fondamental. Oui, en ce qui me concerne, j'aurais tendance, sur le plan général de ma philosophie de l'histoire, à penser que les hommes sont un peu petits et ne dominent pas leur histoire. Je prendrai simplement l'exemple de l'exécution de Ben Laden. Obama l'exécute comme Bush l'aurait exécuté, alors qu'ils ont des personnalités opposés. Enfin, ça, c'est très frappant. Pour Churchill, si l'on revient à Churchill, c'est bien lui et c'est bien sa détermination qui modifie tout. Alors, et là, précisément, à mon avis, c'est l'individu Hitler, avec sa folie très particulière et son intelligence très vive, qui déstabilise l'ordre mondial dans les années 30, et il y a un individu qui sent les choses plus qu'il ne les comprend et qui a une énergie et qui a lui-même une carrière un peu ratée. Il devient Premier ministre à 65 ans et il a accumulé une expérience d'homme d'État qui n'a jamais vraiment servi et qui tout d'un coup se révèle à la hauteur de la situation. Merci beaucoup François Delplat. J'aurais bien aimé qu'on puisse dire un mot de ce vol de Rudolf Hess, mais on refera une émission si vous voulez. En plus c'est l'anniversaire cette année, donc on y reviendra un de ces jours dès que possible. La face cachée de 1940, comment Churchill réussit à prolonger la partie, c'est un de vos ouvrages chez François-Xavier de Guibert. Vous avez fait des traductions aussi récemment de Lukács. Alors il faut en parler, oui. On ne peut plus en parler, mais je le signale en tout cas. Et nous parlerons demain d'un autre 10 mai, donc du 10 mai 1980. Merci beaucoup.